Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Alors au micro du podcast aujourd'hui, nous recevons Isabelle Roginster et Christine Reuters, toutes deux chargées de recherche à l'IWEPS, pour nous parler de l'actualisation toute récente, publiée en décembre dernier, de l'indice de situation sociale de la Wallonie. Alors bonjour à toutes les deux. Bonjour Aurélie. Alors avant toute chose, Isabelle, c'est quoi l'indice de situation sociale ou ISS ? C'est un indice synthétique, c'est qu'on y agrège quelques indicateurs clés et on cherche avec cet indice à dresser un panorama de la statistique sociale, année après année, à propos des conditions de vie des citoyennes et des citoyens wallons. Chaque année, à l'échelle de l'ensemble de la région, avec une année de base 2004 et jusqu'à notre dernier calcul pour l'année 2023. Donc notre rapport est sorti en décembre et la dernière année disponible, parfois avec des données provisoires, c'est l'année 2023. Donc on est sur une période temporelle de 20 ans. Et donc cet indice, il synthétise l'évolution temporelle d'un ensemble d'indicateurs clés qui sont regroupés en deux catégories. Donc les indicateurs d'abord d'état de la société, ce sont des moyennes globales, des indicateurs sur l'ensemble de la population et une série d'autres indicateurs qu'on va agréger au niveau des déséquilibres socio-économiques. Là, on va avoir des calculs qui sont des écarts relatifs où on compare des situations pour deux groupes différents, hommes, femmes, des personnes avec des niveaux de revenus différents, des niveaux de formation différents. Donc c'est un chiffre en fait. Indice, c'est un chiffre, un résultat chiffré. Oui, année après année. Mais bien sûr, en dessous de ce chiffre, il y a des indicateurs clés. Et les dimensions qu'on essaye de couvrir, c'est les dimensions de revenus, d'emploi, de logement, de santé, bien sûr, de formation, de culture, de sécurité et de valeur. Et donc, ce qui est important aussi de dire, c'est que l'indice de situation sociale, ISS, on n'est pas parti de rien. Il s'inspire de constructions qui ont eu lieu aux États-Unis, un peu avant les années 2000, et aussi d'un indice ISS qui a été construit en France, et également d'un indice canadien du mieux-être qui a été construit en 2011. Et ce chiffre, cet indice, finalement, il sert à quoi et il sert à qui, Christine ? En fait, il a plusieurs usages. On peut dire dans un premier temps que c'est un outil pédagogique qui contribue à définir et à mesurer le progrès social d'une société à côté du progrès économique mesuré par le produit intérieur brut, le PIB. Et il sert aussi, comme l'a dit Isabelle, à pouvoir comparer dans le temps l'évolution des deux courbes. Mais c'est aussi un outil qui doit servir le gouvernement wallon pour guider et évaluer son action. On y reviendra peut-être plus tard. C'est une décision qui a été prise en 2012 déjà dans le cadre du plan Marshall 2.0. Troisième usage, c'est un outil de sensibilisation et de communication qui permet vraiment d'alimenter le débat public sur les enjeux importants liés au développement soutenable et à la transition juste. Enfin, il offre différentes possibilités d'analyse, que ce soit des analyses thématiques par dimension ou des analyses transversales à travers le temps et permet d'étudier l'évolution des différentes dimensions et des indicateurs qui composent l'indice synthétique dans le temps. Et l'ISS, il s'inscrit dans un contexte plus large, qui est celui des indicateurs complémentaires au PIB. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ça ? Voilà, tout à fait. Donc il faut savoir que déjà en 1974, l'économiste américain Richard Easterlin avait montré que la mesure étalon du progrès, mais qui était la mesure étalon du progrès économique, le PIB, il montrait qu'au fur et à mesure que le PIB augmentait, à partir d'une certaine valeur, ça ne coïncidait pas avec une augmentation du bonheur individuel. Et à partir de là, et
de plus en plus dans les années 80 et puis 90 et surtout dans les années 2000, il y a eu plusieurs études et plusieurs interventions, que ce soit des interventions portées par les institutions internationales, par les gouvernements, par des réseaux de citoyens. Il y a eu toute une série donc de remises en cause du PIB pour mesurer le progrès sociétal, le progrès social des sociétés. Et le point de mire, on va dire, c'est en 2008, lorsque le président français a demandé la mise en place de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, qui avait vraiment pour vocation de réfléchir à d'autres indicateurs pour mesurer le progrès, en incluant à la fois, bien sûr, une perspective économique, mais aussi une perspective sociale et une perspective de développement durable, donc de durabilité. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la région wallonne a pris la décision, donc comme je l'ai dit en 2012, de pouvoir aussi se doter d'indicateurs dits complémentaires au PIB pour pouvoir guider son action et l'évaluation de ses actions. Et c'est ainsi qu'au niveau de l'IWEPS, nous avons été mandatés pour mettre en place un système d'indicateurs dits complémentaires au PIB, parmi lesquels l'indice de situation sociale, mais également un indice d'environnement, bien sûr aussi toujours un indice économique, et à côté de ça, un indice de gouvernance et un indicateur de bien-être. La plupart d'entre eux sont calculés à l'échelle de la région, sauf l'indicateur de bien-être qui est calculé à l'échelle des communes. Et si on en revient à l'ISS à proprement parler, Isabelle, comment faites-vous pour construire cet indice ? Donc, la première étape, c'est le choix des indicateurs clés qu'on va identifier parmi un tableau de bord et qu'on sélectionne pour illustrer les différentes dimensions que j'ai citées tout à l'heure, donc différentes facettes de la situation sociale. Alors, on va essayer de les sélectionner suivant une série de critères, parmi lesquels je pourrais citer qu'il faut que ça soit pertinent par rapport aux préoccupations des citoyens wallons et wallonnes, que ça soit facile à comprendre, que ça soit fiable, valide, et comme on est sur un indice qu'on construit annuellement, qui est une disponibilité annuelle de la donnée. C'est très important pour notre sélection des indicateurs. Deuxième étape, c'est qu'on va chercher à agréger les indicateurs clés qu'on a sélectionnés. Donc, pour le dernier exercice, publié là en décembre 2024, on a 47 indicateurs. Et pour les agréger, on va adopter une méthode qui est la mise en indice par rapport à une année de référence. Et pour nous, toutes les séries temporelles, elles commencent en 2004. Et donc, on va mettre en indice 100 la valeur de 2004 pour tous nos indicateurs clés. La valeur 100 est en quelque sorte la valeur de référence et toute l'analyse qu'on va faire en évolution temporelle se réfère à cet indice 100. Donc, on a 47 indicateurs clés qu'on a sélectionnés. Concrètement, il y en a 35 indicateurs qui relèvent plus de la dimension état de la situation, donc plus des moyennes sur la situation sociale. Et on en a 11 qui reflètent plus des écarts, des déséquilibres et des inégalités. Vous avez quelques exemples concrets d'indicateurs qui sont utilisés ? On a des indicateurs assez classiques et représentatifs de ces dimensions, mais on a aussi des indicateurs qu'on va rechercher et qu'on construit. Donc on a l'espérance de vie, le taux d'emploi, le pourcentage de personnes déclarées maladies chroniques. Je cite quelques exemples là sur l'état de la situation sociale, mais en termes de déséquilibre, on a des écarts relatifs de revenus, on a des écarts relatifs de taux d'emploi suivant des personnes qui ont un niveau de formation différent, on a des écarts de genre. Et bien sûr, certains indicateurs clés sont imparfaits, on ne couvre pas toutes les facettes dans les différentes dimensions qu'on voudrait couvrir. Par exemple, on a des difficultés à avoir des indicateurs sur la qualité de l'emploi, sur la fracture numérique. Mais donc, ce sont des indicateurs qui sont parfois imparfaits, mais qui restent tout à fait utiles dans l'idée de braquer le projecteur vers l'évolution sociale et les inégalités sociales par rapport à un indicateur comme le PIB. Oui, et justement, alors ici, donc, quels sont les résultats de votre dernière actualisation et quelle évolution vous observez depuis 2004 maintenant ?
Donc, je vais commenter sur l'agrégation des deux courbes différentes. D'abord, la courbe sur l'état de la situation sociale et puis la courbe sur les déséquilibres parce qu'elles ont des évolutions différentes. Et chacune des deux est comparée avec l'évolution du PIB qui est mis en indice 100 aussi pour l'année 2004. Alors, si on regarde l'ensemble de la période 2004-2023, les indicateurs sociaux d'état de la situation sociale, ils évoluent positivement puisqu'on avait un indice de 100 en 2004 et en 2022, on a 111,8 et même à titre un peu provisoire parce qu'on n'a pas encore tout à fait toutes les données, 115,5 pour 2023. Comme cette valeur est plus élevée que l'indice 100, on est sur une évolution qui est positive. Et sur l'ensemble de la période, l'année pour laquelle on a le chiffre le plus élevé, c'est 2019. Alors, on peut faire une analyse de différentes périodes tout au long de cette évolution temporelle, avec une attention particulière, avec le choc engendré par la pandémie de la Covid-19, donc en 2020, qui a induit une chute du PIB, une dégradation aussi des indicateurs sociaux d'état de la situation sociale. Après cette période 2020, on a une période post-Covid qui est chahutée par de multiples crises et transformations de la société. Et cette dernière phase, elle est caractérisée par une reprise du PIB qui fait plus 8,2 points et par une situation sociale qui a un peu plus de mal à se redresser, qui n'augmente pour 2021-2022 que de 1,8 points. Et les valeurs provisoires de 2023 présagent une amélioration encore un petit peu de la situation sociale pour les indicateurs d'État. Mais la valeur maximale reste l'année 2019. Alors, si on regarde à côté l'évolution des indicateurs et l'agrégation des déséquilibres socio-économiques, entre 2004 et 2023, on a une augmentation des déséquilibres. Mais une augmentation qui se manifeste surtout, et avant la crise de la Covid, à partir de 2016 et 2019. Donc, on a une augmentation importante des déséquilibres qu'on peut identifier à travers des indicateurs d'inégalité de formation, d'inégalité de genre par rapport à la formation, les diplômés du supérieur qui sont moins importants chez les hommes, le décrochage scolaire qui est plus difficile chez les hommes. Et on a aussi des augmentations liées aux jeunes qui sont de plus en plus nombreux à devoir recourir à l'aide sociale. À partir de 2020, on voit qu'il y a les différentes mesures de soutien des pouvoirs publics pour faire face aux différentes crises permet d'endiguer un petit peu les inégalités socio-économiques qui se maintiennent cependant à un niveau très élevé. Et ce qui est important de signaler, c'est que la dernière valeur, la valeur provisoire 2023, montre une reprise des inégalités, probablement liée à l'arrêt des mesures de soutien, mais donc on verra l'année prochaine ce qu'il en est. Oui, donc voilà pour l'évolution de l'indice au niveau général. Maintenant, si on descend au niveau des dimensions qui composent cet indice, peut-être Christine, quelques mots sur les dimensions du revenu et de l'emploi ? Oui, donc au niveau du revenu, un premier indicateur observe l'évolution du revenu disponible par habitant. Concernant cet indicateur, on voit qu'il est en augmentation sur l'ensemble de la période et en tout cas jusqu'en 2019. Il a stagné entre 2019 et 2020 et puis il a augmenté de nouveau en 2021 grâce aux mesures de soutien pendant la crise sanitaire. En 2022, on observe une petite chute et puis une reprise en 23 en raison de l'indexation des salaires qui a dépassé l'inflation. Donc là, on a plutôt une tendance, on va dire, positive. Mais à côté de ça, pour donner un exemple, on voit que il y a de plus en plus, et Isabelle a déjà dit, de personnes, de jeunes en particulier, qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Et on voit aussi l'écart croissant entre le pourcentage de jeunes bénéficiaires par rapport à l'ensemble des bénéficiaires, notamment à partir de 2016. Et là, on est vraiment sur la mesure de l'effet de la limitation dans le temps des allocations d'insertion des demandeurs d'emploi, qui sont du coup de plus en plus nombreux à recourir à l'aide du CPAS.
Donc, un exemple parmi d'autres en termes de revenus. Oui. Maintenant, en termes d'emploi, eh bien là aussi, si on observe en tendance l'évolution du salaire médian, on voit qu'en fait, il augmente, le salaire médian. Mais à côté de ça, on voit qu'on se retrouve avec des jeunes de 15 à 24 ans qui sont obligés de recourir à l'aide du CPS, notamment pour faire leurs études, mais plus encore, ils sont obligés de recourir à des flexi-jobs et donc le taux d'emploi temporaire chez les jeunes n'a jamais été aussi élevé sur la période. À côté de ça, le taux de chômage des jeunes par rapport au taux de chômage des 25-49 ans, lui, il est plutôt stable dans le temps. Donc, pour dire qu'on a vraiment à la fois des situations moyennes qui sont plutôt dans une relative amélioration, mais contrebalancées par des situations particulièrement problématiques sur des types de populations. Un autre exemple un peu emblématique, c'est la problématique des femmes qui finalement pour le moment se retrouvent de plus en plus coincées, je vais dire, dans des emplois à temps partiel, moins rémunérateurs et dans des secteurs qui génèrent plutôt des bas salaires, du temps partiel et des postes de travail qui offrent finalement peu de perspectives d'avenir. Et à côté de ça, peut-être encore pour citer un exemple au niveau de l'emploi, on constate une augmentation de plus en plus forte des incapacités de travail de longue durée qui touchent en particulier les femmes plutôt âgées et on voit parmi les problématiques de santé de longue durée la montée en flèche des burn-out et des dépressions. Isabelle, peut-être quelques exemples aussi au niveau des dimensions de la santé et de la satisfaction de vie. Oui, donc on a des indicateurs qui ont des évolutions assez différentes au sein de la dimension santé. Par exemple, on a une réduction de nombre d'années de vie perdues qui va de pair avec une augmentation de l'espérance de vie. On a une réduction du taux de suicide, mais à côté, on a aussi une augmentation du pourcentage de malades chroniques, une augmentation récente du pourcentage de consommateurs d'antidépresseurs, qui est un indicateur bien sûr imparfait, mais d'une forme de problème de santé mentale. Donc je peux aussi donner l'exemple d'un autre indicateur qui est un indicateur qu'on a classé dans la dimension valeur. Donc à côté d'indicateur de générosité, on a un indicateur de satisfaction de vie qui est assez global finalement, mais qui est le reflet des conditions de vie des citoyens en Wallonie. Il est issu d'une question qu'on pose vraiment fréquemment dans des enquêtes qui invitent à répondre, suivant une échelle de gradation de 0 à 10, à la question unique « Êtes-vous globalement satisfait de la vie que vous menez ?» Et donc, suivant les résultats qu'on a pu rassembler, on voit année après année une très légère hausse de l'indice de satisfaction de vie, mais qui est très perturbée dans les années de la crise sanitaire et des différentes crises qui ont suivi, en 2020 et 2021, donc des années marquées par crise sanitaire, inondation, crise énergétique. On voit que cet indicateur assez global remonte. Il y a une augmentation en 2022, avec une stabilisation pour 2023, mais sans jamais atteindre le niveau qu'on avait atteint en 2019. Et de manière plus générale, Christine, quelles conclusions peut-on tirer de ce rapport de recherche ? Sur les 20 dernières années, l'évolution de l'ISS montre à la fois une situation sociale agrégée de la population wallonne qui reste plus ou moins stable, mais évidemment à un niveau nettement inférieur à celui du PIB qui, lui, en fait, ne cesse d'augmenter. Donc, en somme, l'écart se creuse, et a fortiori depuis 2017, l'écart se creuse entre la situation sociale et le PIB, et cet écart s'accentue encore au début de la décennie 2020. Ça, c'est premier constat. Deuxième constat, quand on regarde de façon différenciée les évolutions des deux indices état et déséquilibre, alors là, 3 points d'observation peuvent être mis en évidence. D'une part, sur l'ensemble de la période, les indicateurs sociaux d'état évoluent positivement, puisqu'on a un indice de 115,5 en 2023. Mais cette amélioration est allée de pair avec une augmentation des inégalités sociales qui, elles, se sont renforcées à partir de 2016.
Et en d'autres termes, en fait, au cours donc des 2 dernières décennies, l'amélioration de la situation sociale de la Wallonie s'est faite parallèlement à la précarisation des groupes sociaux les plus fragilisés. Deuxième point, entre 2020 et 2022, indéniablement, les différentes mesures de soutien des pouvoirs publics ont permis vraiment de pouvoir faire face à la crise et d'endiguer la flambée des inégalités socio-économiques qui se sont pourtant maintenues quand même à un niveau élevé. Mais la valeur provisoire que nous avons obtenue pour 2023, il faudra évidemment confirmer dans les exercices ultérieurs, montre par contre une reprise des augmentations des inégalités, probablement liées à l'arrêt des mesures de soutien. Et enfin, les analyses complémentaires qu'on a pu faire lors des exercices antérieurs 21, 22 et 23 tendent à montrer que la succession des crises a aggravé la situation de certaines catégories de la population parmi les plus fragilisées. Et certaines d'entre elles, vraiment, parmi les plus précarisées, ont basculé dans une situation de désaffiliation sociale, voire de non-recours aux droits sociaux. Là, on verra à partir de l'an prochain, à partir des analyses qu'on pourra faire de façon plus approfondie, s'il en est toujours ainsi. Et Isabelle, le prochain exercice, la prochaine actualisation de l'ISS, elle est prévue pour quand ? Mais donc c'est fin de l'année prochaine, fin 2025. On le calcule chaque année, on fait un rapport chaque année. On s'y tient et c'est vraiment l'idée de braquer les projecteurs sur les conditions de vie des citoyennes et des citoyens wallons. Donc on regarde donc cette évolution année après année et sur l'ensemble de la Wallonie. Sur l'ensemble de la Wallonie, mais à l'IWEPS, on ne travaille pas qu'au niveau régional sur les conditions de vie. On travaille aussi au niveau communal, Christine. Tout à fait, tout à fait. Et justement, dans le cas de nos travaux, j'ai cité tout à l'heure l'indice des conditions de bien-être, mais nous travaillons aussi sur un autre indice synthétique qui est l'indice d'accès aux droits fondamentaux, qui est aussi calculé à l'échelle des communes et qui a notamment pour objectif de calculer le financement de la région pour la mise en œuvre des plans de cohésion sociale. Oui. Et cette année-ci est une année assez extraordinaire pour nous puisque pour la première fois nous avons pu mener une vaste enquête de grande envergure auprès de plus de 102 000 citoyens wallons qui interroge les citoyens sur l'accès à leurs conditions de vie et à leurs droits fondamentaux. Et donc, il y a évidemment un lien intime entre cet indice d'accès aux droits calculé à un niveau communal et l'indice des conditions de vie que mesure l'ISS. Et donc, évidemment, pour l'an prochain, les résultats de cette grosse enquête vont pouvoir bénéficier aux analyses que nous allons réaliser pour l'exercice 25 de l'ISS. Oui, et les résultats de cette enquête l'ISADF sont attendus au mois de mai 2025. Tout à fait, au mois de mai 2025. Et je renvoie aussi nos auditeurs à un précédent numéro du podcast où on a eu l'occasion, avec notamment Isabelle Roginster et Baptiste Ferraud, d'aborder cette question de l'enquête et le lancement de cette grande enquête l'année passée. Voilà, alors merci Isabelle et Christine de nous avoir parlé de ce rapport de recherche dédié à l'actualisation de l'indice de situation sociale de la Wallonie. Il est disponible gratuitement sur notre site web dans la rubrique publications. Je vous invite évidemment à le lire pour en savoir plus et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.